Bonjour professeur Dortillier, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui est l'Iran. Mais avant de vous laisser la parole, je vais d'abord revenir un petit peu sur l'actualité et ensuite je vous laisserai développer. Donc le diplomate iranien Mohammad Javad Zarif a accusé les pays occidentaux de profiter de l'explosion massive de Beyrouth qui a tué et blessé des milliers de personnes pour dicter leur propre politique sur le Liban. L'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, provoquée par des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium, ont pris feu, déclenchant ainsi une explosion massive. Elle a tué près de 180 personnes, blessé 6000 autres et causé des dégâts considérables dans toute la ville. Il s'est exprimé à ce sujet et il a dit que le Liban, en tant que gouvernement et peuple, doit décider de son propre sort. Il a rencontré également son homologue libanais sortant, Charbel Wehbi, et il lui a expliqué qu'aucune partie étrangère ne devrait profiter des conditions catastrophiques et des besoins du Liban pour imposer des diktats qui sont dans leur intérêt. Zarif a également affirmé que les tentatives américaines de dicter et d'imposer un gouvernement qui laisse de côté les principales factions politiques libanaises, donc là il faisait référence au Hezbollah, étaient inhumaines. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron, qui s'est envolé pour Beyrouth 2 jours après l'explosion, avait appelé à un nouvel ordre politique. Le président Macron a déclaré lors d'un appel envers le président iranien Hassan Rouhani que les grandes puissances régionales devraient éviter d'interférer ou d'aggraver les tensions au Liban alors que celui-ci forme un nouveau gouvernement. Zarif a également déclaré que le Liban devrait être chargé de l'enquête, mais d'autres parties peuvent l'aider. Et par ailleurs, il a offert l'aide de l'Iran, si on le lui demande. L'Iran est également prêt à aider à la reconstruction et à l'effondrement du secteur de l'électricité. Professeur Dortillier, vous avez une très grande connaissance de l'Iran, vous avez travaillé pour la radio iranienne IRIB, vous vous êtes rendu en Iran à plusieurs reprises. Quel regard portez-vous sur ce pays suscitant à la fois la crainte mais aussi la fascination de la part des pays occidentaux ? Oui, je vous remercie. Je vous remercie bien, Zéna, de cette présentation qui est très opportune, en tout cas à partir de la situation libanaise. Et ce rapport entre les grandes puissances et non pas l'Iran seulement, mais toute la région, celle d'abord à laquelle appartient le Liban, qui est l'ancien empire qu'on appelait l'empire ottoman, venant d'origine turkmène, est en réalité, disons, une incapacité ou une volonté, mais les deux liés, des États occidentaux, ce qu'on appelle les grandes puissances, donc, de concevoir une rivalité, c'est-à-dire l'existence face à eux d'une autre puissance. En réalité, l'exemple du Liban peut servir justement d'introduction à la connaissance de l'Iran même, parce que le Liban, dont aujourd'hui on a célébré, enfin, parmi les historiens, le centenaire du protectorat français de 1920, a été le fruit de l'écroulement de la puissance ottomane. Et il y avait deux puissances dans cette région, traditionnellement, enfin disons, si on prend le départ au temps moderne, vous voyez, dans le 14e, 15e, 16e siècle, il y avait deux grandes puissances, l'empire perse et l'empire turc, l'empire qu'on appelle ottoman. Bon, je ne chercherai pas l'origine, les origines ne sont pas aussi simples que cela, du terme d'ottoman ou ataman. Hein. En tout cas, l'origine, bien sûr, est asiatique. Et vous avez derrière le grand empire tartare qui allait jusqu'au Tibet, il faut bien le dire. Les cartes du XVIIe siècle, XVIIIe siècle montrent le grand empire de Tartarie incluant le Tibet et donc la puissance du Dalai Lama. Et vous avez la Perse dans les cartes, disons, de cette période que nous nommons, nous, les temps modernes,
la Perse a une frontière qui va jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire qu'elle absorbe le Pakistan actuel. Et vous avez aussi une influence de la Perse qu'elle est jusqu'en Géorgie. Ce n'est qu'absorber ce qu'on appelle aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Mais vous avez en Iran, par exemple, et je parle de ceci, je reviendrai ensuite au Liban, vous avez des situations comparables. Par exemple, vous avez des populations turques au Liban et aussi en Iran, qu'on appelle les Azéris. J'en ai connu à la radio, où j'ai été invité à parler d'ailleurs, sans aucune démarche de ma part, par une relation qui était Ahmed Rami en Suède, déjà, je crois, depuis l'an 2000. Et donc, j'ai vu beaucoup d'élèves, j'ai eu des élèves, des collègues journalistes, des amis, donc, azéris, et ce sont en réalité des Turcs. Et vous avez ils sont donc des morceaux de l'Azerbaïdjan qui a été arraché, l'Azerbaïdjan qui a été soviétique, après russe et soviétique, qui a été arraché donc en 1813, comme d'autres régions, comme la Géorgie, il faut le dire, hein, à l'Empire des Perses par une négociation entre la Russie, qui était armée, et la Perse, mais avec on appelle cela un guide, si j'ai pu dire, un intermédiaire, qui était très intéressé au résultat, qui était la Grande-Bretagne. En réalité, c'est la Grande-Bretagne qui avait utilisé la Russie, que l'on appelait, que les Allemands, il faut dire, je dois dire, oui, les Allemands appelaient au XVIIIe et XIXe siècle, surtout au XIXe, la Russie comme l'infanterie anglaise sur le continent. Là, je crois que l'histoire n'a pas donné tort à ceci, surtout quand on voit la fin de la guerre en 1945. Et reprenons l'Iran. Ce traité du Golestan, par exemple, de 1813, a diminué donc la puissance de l'Iran, tout comme la chute de l'Empire ottoman qui était allié à l'Allemagne, et aussi à des pays comme la Bulgarie, par exemple, qui ont été, bien sûr, il y a eu des différends même sanglants entre les Bulgares et les Turcs, mais une grande partie de la Turquie, de la Bulgarie est turque, comme vous devez le savoir. Donc, ces pays-là, disons, se sont effondrés sous les coups des Alliés, et nous assistons donc aujourd'hui à ce que déplorait le diplomate iranien, à savoir que on parle les Occidentaux, la France en premier, parle du Liban, par exemple, comme d'une propriété, c'est-à-dire d'un éternel protectorat, voyez-vous, comme si vous aviez des enfants et dont vous ne reconnaîtrez jamais la majorité. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui ont la bonté de nous écouter que le sens d'un protectorat est d'estimer au départ que les pays ne sont pas aptes à se gouverner d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle il leur faut un tuteur. C'est pour ça que la France est présentée comme un tuteur, de même que l'Angleterre s'est présentée comme un tuteur en Palestine. Évidemment, vous connaissez la déclaration Balfour, nos auditeurs le savent, de 1917, qui a été finalement une manière de négocier aussi l'entrée des États-Unis dans la guerre, etc. Enfin, il y a eu toute une série de chantages. Et nous avions donc nous-mêmes la même mise sur le Liban, de même que les Anglais avaient la même mise sur la Palestine. Et ceci n'a pas été un don, voyez-vous, une cession, par exemple, de ce qu'on appelait avant l'équivalent des Nations Unies d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Société des Nations de Genève de 1919. Non, ça n'a pas été attribué par la Société des Nations, ça a été reconnu par elle, mais nous le lui avons imposé. C'est-à-dire que nous avons conquis ce protectorat, non pas par une décision administrative internationale, supposée qu'elle ait une valeur, mais en fait par la puissance des armes. Et donc, nous avons nous-mêmes considéré, toujours, quand je dis nous, c'est en premier la Grande-Bretagne et ensuite la Russie, que ce soit la Russie d'ailleurs des tsars ou la Russie communiste de Staline, toujours l'Orient et l'Iran comme des puissances mineures. C'est-à-dire qu'on leur reconnaissait bien sûr une existence historique, on leur reconnaissait une dignité historique, mais non pas du tout une capacité d'une autonomie politique.
c'est allé si loin justement que l'Angleterre, je dis ça pour survoler les choses, a, entre les deux guerres, proposé un protectorat à l'Iran. Et ce protectorat avait pour but, justement, d'éliminer, car on revient toujours à la même guerre, je dirais pas une guerre de 100 ans, mais une guerre perpétuelle, avait pour but de préserver l'Iran de toute influence, devinez laquelle, d'influence allemande. De même qu'on a voulu supprimer, bien sûr, l'influence allemande en Turquie, eh bien, nous avons eu donc une lutte, disons, anti-allemande sur le sol iranien, qui était concrétisée, il faut bien le savoir, nos auditeurs souvent n'en sont pas informés, parce que ici, l'éducation primaire, mais secondaire et même supérieure ne le dit pas, c'est une coalition en 1941, fin 41, je crois, vers le 25 août, à la fois de Staline et de Churchill, c'est-à-dire une conjonction des armées anglaises et russes soviétiques qui ont occupé l'Iran. Voyez-vous, et alors, vous savez même que c'est à Téhéran qu'a été décidé en 1943, avec donc Churchill, Staline, Roosevelt et De Gaulle, le découpage de l'Allemagne, hein, c'est-à-dire le partage des pays de l'Est, ce qui devait être donné à la Pologne, ce qui devait être pris par la Russie, etc. Ça n'a pas été du tout le résultat d'une victoire militaire en 1945, ça a été le résultat d'abord d'une décision politique également qui considérait l'Allemagne comme un protectorat. Voyez-vous, ceci est une mentalité. Quand les Iraniens parlent de cela, je dois dire qu'à la différence des peuples orientaux, ils ont une certaine, je le dis d'expérience, je dois dire une certaine philosophie, un sens de la philosophie de l'histoire. Ça tient à une certaine hauteur de vue, je crois que ça tient surtout au fait qu'ils ont un sens de l'épopée, leur littérature y porte, leur religion elle-même est un islam, disons, qui est très élevé parce qu'il a des caractères épiques, voyez-vous, comme aujourd'hui on le voit, enfin c'est dans la fête actuelle de l'Ashura. Il y a des hauteurs de vue, si je puis dire, qui ne sont pas les mêmes qui sont plus affirmées, si je puis dire, que dans d'autres régions. D'autres régions du monde, enfin du monde musulman en particulier. Vous avez, comment dirais-je, des traits communs. Vous avez parlé donc, Mézi, fait un parallèle entre ce qui se passe donc au Liban et en Iran. Vous avez par exemple dans les deux, évidemment elle est minime en Iran, mais vous avez une communauté chrétienne très forte, qui est et vous avez des sunnites aussi, vous avez une communauté chrétienne très forte formée d'Arméniens. Évidemment, la religion chrétienne en Iran est liée à une ethnie, c'est l'ethnie arménienne. Car, bien sûr, quand je vais parler du traité du Golestan de 1813, c'est l'Arménie elle-même qui a échappé à l'influence de l'Empire persan. Voyez-vous? C'est très important. Ce n'est pas enseigné dans les classes. Vous allez me dire, on n'enseigne plus rien. On enseigne moins qu'avant, disons. Oui, bien sûr, comme on n'enseignera plus rien du tout d'ici quelques années, évidemment, là, il n'y aura pas de trouble. Évidemment, on ne pourra pas dire qu'il faille combler des lacunes. Il faudra en réalité construire d'autres montagnes, voyez-vous. Bien sûr, former d'autres épopées. Mais je crois que ça arrive. Platon le dit, qu'il y a comme ça, de même que le jour succède à la nuit, eh bien, vous avez donc des éclairages, le soleil qui se cache et puis qui revient. Et là, je pense qu'il se cache pour l'instant, c'est le crépuscule des hommes, pas des dieux quand même. Les dieux, c'est terminé. Et les hommes. Et vous avez ensuite le prochain crépuscule sera certainement le crépuscule des dieux. Mais là, évidemment, il faudra d'autres yeux, comme dit Platon, que les nôtres pour les voir. Ce qu'on appelle les dieux, d'ailleurs, je le dis surtout pour les musulmans qui nous écoutent, ce ne sont pas des dieux qui seraient un dieu diminué. Ce sont en réalité, Kant le dit dans la critique du jugement, ce qu'on appelle Dieu, dit le philosophe prussien, ce qu'on appelle Dieu, ce sont des hommes agrandis. Mais oui, bien sûr, évidemment. Bah oui, qu'est-ce que c'est Hercule? C'est un homme agrandi. Qu'est-ce que c'est que Junon? C'est une femme agrandie. Qu'est-ce que c'est que Vénus? C'est une femme agrandie, etc. Ouais, il ne faut pas non plus prendre quand même les anciens pour des bébés, voyez-vous. Bien que le bébé a plus de force que le vieil homme, bien sûr, que nous sommes tous devenus, j'entends du point de vue de l'humanité. Oui, bien sûr. Et alors, je reprends donc cette question de l'Iran. L'Iran est attentif à ce qui se passe au Liban, bien sûr, car il y a une communauté, non pas iranienne, mais une communauté de pensée qui est, bon, qu'on appelle la religion chiite iranienne, bien sûr,
mais qui est aussi présente au Liban qu'en Perse elle-même, vous voyez. Euh, et ceci est très difficile à saisir d'un point de vue historique, je dois le reconnaître. Je n'en veux pour preuve que les disputes, toujours pareil, sur même, on sait, enfin, évidemment, il y a ce que dit la foi orthodoxe. La foi orthodoxe, j'entends pas chrétienne, orthodoxe, mais l'orthodoxie de chaque religion. On est obligé quand même de donner un enseignement élémentaire parce que nous sommes tous des enfants, si je puis dire. Pour nous apprendre à grandir spirituellement, il faut quand même aussi commencer l'enseignement par l'image, vous voyez. Bon. Et, mais disons qu'on enseigne que dès le départ, disons, il y a une communauté de pensée entre non seulement du moins les Libanais, surtout des montagnes du Liban et l'Iran, mais également entre plusieurs endroits de la Turquie et de l'Iran. Beaucoup d'auteurs qu'on appelle iraniens, comme Rumi par exemple, sont en réalité, enfin je dis l'inverse de ce qu'on dit en Iran, mais sont en réalité des Turcs. Bon, c'est-à-dire des gens qui ont vécu en Turquie, quand on connaît un peu la littérature turque, que je ne connais que par traduction, on voit qu'il y a, je parle de Rumi comme le romain, hein, R-U-M-I, on voit quand même qu'il y a une affinité. En fait, nous avons affaire à un même peuple, à un même grand peuple que les brumes de l'histoire ont dissipé, voyez, et qui allait, à mon avis, de ce qu'on appelle l'invasion, enfin, je reviendrai plus tard, mais l'invasion mongole, etc., c'est une manière un peu caricaturale de voir l'influence de l'Asie sur l'Iran. Et en fait, on présente, vous savez, je dis parce que les auditeurs en ont entendu parler, que tout d'un coup on a dit que les Mongols avaient envahi l'Iran, ils avaient tout détruit, sauf qu'un siècle après, ils construisent des observatoires. Donc évidemment, c'est quand même une rééducation très rapide. Et donc elle ne tient pas debout, bien sûr. Mais il y a, disons, certainement une ancienne civilisation dans le centre de l'Asie, dont le Liban, dont la Turquie, dont l'Iran sont des témoins, voyez. Et bien sûr, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas des restes archéologiques? Oui, bien sûr qu'il y a des restes archéologiques, mais dans toute l'histoire, vous savez, quand même liée à la politique, il y a des faits qu'on met en avant et d'autres qu'on enferme dans des musées. Bon, et que si vous n'avez pas d'explication, évidemment, les figurines des musées sont muettes par définition. De même que les statues des saints, tout est muet, bien sûr. Il faut donc avoir un certain discours pour pouvoir les ranimer. C'est ça la résurrection. Et je crois que, disons, ces peuples comme l'Iran et l'Irak aussi et le Liban sont, disons, dans le même foyer. Je viens de citer l'Irak, par exemple. Il faut savoir que, comment dirais-je, je le sais après une discussion que j'ai eue à la radio iranienne, où un ancien combattant, d'ailleurs, de la guerre Iran-Irak, parlait de la manière de prononcer le nom de Bagdad. Et Bagdad n'est pas arabe du tout, il faut le savoir. Ne croyez pas que je dise un paradoxe. Je ne suis pas le Rousseau de l'affaire. Le Bagdad, c'est non, Bagdad, c'est Bog en russe. Si vous allez en Croatie, on vous dit au revoir, on dit Bog, ça veut dire adieu. Hein, bon, et on le dit en Russie aussi. Et bon, je ne vais pas aller plus loin. Oh ben si, j'irai un peu plus loin. Vous avez le fameux chant, par exemple, indien, qu'on appelle la Bhagavad Gita. On dit que c'est le chant du Seigneur. Bon, moi, il y a une autre traduction allemande que je connais qui dit que ça veut dire Bhag, Van, c'est Votan, Bhagwan, le seigneur Votan, Gita va. Gita, c'est à Gita, le même racine que Go, allez. Bon, évidemment, ce n'est pas reconnu par les sanskritistes classiques, mais vous avez quand même n'oubliez pas comment vous dire, cette grande présence d'une épopée religieuse qui a, disons, qui a été en Irak. En Irak, d'ailleurs, on dit même, on apprend scolairement, enfin, dans l'université, que l'administration irakienne, par exemple, au XIVe, XVe siècle, était une administration turque, mais déjà turque, mais auparavant, juste avant la prééminence de la Turquie, elle était iranienne. Les ministres étaient iraniens. Alors, et le date de Bagdad, ça veut dire le don, puisque la ville signifie le don de Dieu. Évidemment, enfin, on ne le dit jamais, mais évidemment que le dal, c'est data, c'est le donné, latin, vous voyez, bon, entre guillemets, latin, mais enfin,
Donc, c'est quand même étonnant de voir quand même une grande civilisation dite arabe dont le nom n'est pas arabe. Bon, je donne cet exemple de Bagdad que chacun peut vérifier. Et les Iraniens ont toujours considéré, par exemple, l'Irak comme, disons, un des principaux foyers et un des rameaux de leur épopée chiite, voyez-vous? Oui. Bien, je ne fais pas la distinction, je ne dis pas le mot de chiite vient, je le dis scolairement, hein, vient du mot shia arabe qui signifie le compagnon, mais bon, certains ont dit que ça signifie que ça pouvait venir de Shiva. Mais bon, enfin, bon, ceci évidemment, les Indiens. Les Indiens disent que ça vient du mot du dieu Shiva, dont vous savez que l'astre principal est la Lune, hein, je vous signale, la Lune. La Lune, bon, mais oui, enfin, c'est quand même important de voir ça. Je reviens donc, il y a donc une communauté d'intérêts, si je puis dire, voyez-vous, et une communauté de destin quand même entre l'Iran et l'Irak et le Liban. C'est-à-dire qu'ils ont été, si je puis dire, enfin, ils ont toujours été finalement, je ne dis pas occupés, mais sous une influence. Alors, tantôt l'influence était familiale, si je puis dire, puisque Oui, oui. évidemment, si vous êtes occupé par des Turcs, vous êtes occupé par mon voisin. Occupé, oui, voilà. Vous comprenez, c'est mon voisin qui s'est étendu. Bon, dont je connais les enfants, il y a des mariages qui se font, on se connaît depuis l'enfance. Mais quand vous venez de France et que le général s'appelle Raspail, voyez-vous, ultra franc-maçon, bien sûr, évidemment, et se met à crier là-bas qu'il est le chef en, au Liban, évidemment, personne n'est d'accord, bien sûr. Je ne sais comment dire, le, comment vous dire, cette, je crois qu'il faudrait retenir ceci, c'est ce principe du protectorat. Je l'ai dit tout à l'heure, le protectorat était inventé parce qu'on estimait que ces peuples n'avaient pas de maturité, n'avaient pas accès à la majorité. Quelle majorité? Vous l'avez deviné, bien sûr. Majorité de notre instruction, on dit maçonnique, oui, enfin, que vous connaissez, quoi, disons. C'est-à-dire, les mots sont clairs, mais on ne sait pas de quoi ils parlent. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on appelle le siècle des Lumières, critiqué par les Allemands et même par Kant, vous voyez. Oui. C'était dans sa caricature, bien sûr, pas dans sa réalité, puisque les Lumières, ça voulait dire les Lumières naturelles, c'est une notion théologique, et ça n'a rien d'impie ni d'antichrétien, au contraire. Enfin, je dis ça pour bien vérifier, bien, comment je veux dire, bien mettre les points sur les i. Et il est certain que ces régions n'ont pas été non plus, que ce soit l'Empire turc, que ce soit le Liban ou que ce soit l'Iran, n'ont jamais été, disons, fermés à l'Europe, contrairement à ce qu'on croit. D'abord parce qu'ils ont eu des voyageurs, bien sûr, et les voyageurs ont remarqué, le comte Gobineau, qui a été notre ambassadeur, enfin, c'est-à-dire, il a rempli un rôle d'ambassadeur avec l'appui du comte Metternich, c'est-à-dire non pas du chancelier autrichien, mais un de ses fils, qui était ambassadeur auprès de Napoléon III, qu'il estimait beaucoup. Donc, Gobineau l'explique très bien, comment on appelle cette situation. Vous avez comment dirais-je, un intérêt porté à la modernité européenne, en particulier au XVIIIe siècle. Gobineau dit par exemple que Voltaire est traduit en persan, comme il est traduit d'ailleurs les gens aimaient le style des contes, le déisme voltairien, par exemple, était très apprécié. Les musulmans y voyaient quelque chose qui se rapprochait d'eux. Tout ceci n'est pas enseigné, je vous dis, dans les classes aujourd'hui. Bien sûr, d'ailleurs, on n'enseigne plus le XVIIIe siècle. Je dirais d'ailleurs à propos du XVIIIe siècle, puisque je ne veux pas fatiguer les auditeurs, mais que l'oncle de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, est enterré à Ispahan, car il était horloger. La famille est une famille d'horlogers, vous savez. Il était horloger auprès du Grand Turc, qu'on appelle, à Istanbul, et de là s'est intéressé ensuite à la communauté arménienne d'Ispahan, où il est enterré. Et donc, vous avez donc, comment vous dire, des auditeurs, par exemple, au cours allemand de philosophie classique, enfin de Schelling, par exemple en 1840, vous avez des étudiants turcs. Il y avait donc, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, à ce qu'on vous fait croire aujourd'hui, il y avait des liens très forts entre l'Orient et l'Occident.
Et ces liens très forts entre l'Orient et l'Occident ont conduit au contraire à une contraction au moment où on a voulu considérer ces pays comme n'étant pas dignes, si je puis dire, de se gouverner eux-mêmes, mais devaient obéir à une loi internationale. Alors ceci, bien sûr, n'a pas été le cas tant au XIXe siècle, il y a eu des essais, mais a été quand même le cas après, évidemment, la Première Guerre mondiale. Et alors, D'ailleurs, l'Iran a été rebaptisé Iran justement par un décret oui, royal, alors je crois, c'est très bien par un britannique. décret, oui. Alors je vous remercie, Mézi, de dire cela. Écoutez, elle s'appelait d'ailleurs la Perse, vous savez. La Perse, tout à fait. Alors, la Perse, je vais vous dire, si j'ai le temps de dire, parce que ça ne se n'est jamais très dit, on se demande d'où vient le mot de Perse. Et les gens disent ça vient du dieu Persée, Perséus. Bon, évidemment, ce n'est pas une réponse convenable, parce qu'on ne voit pas comment ce mot aurait duré. Vous l'avez chez des Grecs, quels que soient les âges, vous l'avez dans la géographie de Strabon, vous avez le golfe Persique, par exemple, qui est marqué, que M. Macron a voulu contester l'autre jour pour faire plaisir à ses clients, il appelle arabo-persique. Non, en fait, le mot de Perse viendrait, mais c'est mon hypothèse, mais c'est pas après un Allemand que je connais bien, qui est mort l'an dernier, qui a travaillé là-dessus, viendrait de la frise, c'est-à-dire le F serait durci en P, ce seraient des navigateurs frisons qui auraient, disons, donné ce nom. La province de Perse est proche de la mer, voyez-vous, et vous avez au contraire d'autres régions, bien sûr. Ça s'est appelé ainsi. Alors, bon, je ne rentre pas dans les querelles historiques. Mettons que bon, bien sûr, on peut, si on admet les antiquités perses, comme dont Platon parle, par exemple, bien sûr, le mot est ancien. Et alors, le mot d'Iran était également employé. Ce mot d'Iran, vous l'avez dit, donc date de 1935. Et, Moi, j'ai 34. ah ben 34, oui, c'est 34, vous avez raison, c'est 34. Vous savez, ma mémoire maintenant, pour ne m'éviter, ma mémoire est personnelle, ça m'évite d'aller parcourir la bibliothèque. Et donc, je parle beaucoup plus maintenant que je suis un peu âgé parce que je ne vais pas voir les livres. Alors, donc, je me fais rectifier, oui, oui, j'ai moins de préjugés qu'avant. Et ce qui fait que, ah oui, il y avait un de mes premiers livres a été Voyage autour de ma chambre par Xavier Demestre, le frère, je crois, de Joseph Demestre, ou un Oui. parent, qui était savoyard, un très beau livre que je conseille, hein. Voyage autour de ma chambre, oui, qui est le très beau XVIIIe siècle, qu'on oublie entièrement aujourd'hui. Enfin. Et alors, ceci est venu parce que vous avez, par le goût, que je vous ai dit tout à l'heure, des poèmes, du poème épique, des poèmes épiques, vous avez en Iran un livre qu'on appelle le livre des rois. Le livre des rois, vous avez le roi, c'est le Shah, hein, qui est d'ailleurs le même nom que Sire, mais enfin, il faudrait le démontrer. Et vous avez le Namé, qui signifie le livre, et qui est la même racine que nomos en grec, qui signifie la loi. Bon, je dis ça parce que c'est jamais dit, mais enfin, autant le dire, hein, que c'est. Et le Shahnameh est un poème donc épique, très vaste, qui a été traduit en allemand, commenté en allemand, j'ai le commentaire ici même, par un nommé Goeres, G-O Tréma 2-R-E-S, c'est lui qui a donné les idées à Wagner de Lohengrin, de Parsifal, voyez-vous, voilà. Donner l'idée, enfin, donner le thème moderne, si je puis dire, au début du 19e siècle. C'est un ancien révolutionnaire. Il était révolutionnaire avant d'entrer en France. Quand il est sorti, il était contre-révolutionnaire, évidemment. Il avait compris un peu le côté théâtral, un peu hystérique. Et alors, il a commenté donc le Shahnameh. Très modestement d'ailleurs, parce qu'il n'est jamais cité comme iranologue, et en fait c'est un iranologue. Et disons, le terme d'Iran est exalté là-dedans, et en 1934, on célébrait donc le millième, je crois, anniversaire de la mort de, de Firdoussi. Le mot de Firdoussi étant une déformation, j'ai dit le F tout à l'heure devient un P quand il est dur, et le P devient F quand il est mou. Eh bien, Firdoussi, c'est Pirdousi, enfin, si je puis dire, c'est le paradis. Bon, vous voyez, c'est le P de paradis. Le P de paradis, ça veut dire le paradisiaque en réalité, le paradisiaque. C'est le même mot que le jardin qu'on appelle le jardin du paradis, c'est le mot du paradisiaque. Et donc,
il s'est trouvé que, ceci, j'espère que BHL ne m'entendra pas, parce que ça le révulsait l'autre jour, il dit c'est les Allemands, les, comment on appelle ça, les nationaux-socialistes, vous voyez que je ne suis pas du tout, il faut que je fasse effort pour voir les mots, bon, qui ont trouvé cela. En réalité, en effet, il a raison en partie, mais vous savez, ces gens-là n'ont pas raison au point de départ, souvent, ont raison au point de départ, mais ils raisonnent mal. Donc, il y a le point de départ et le point d'arrivée, évidemment. C'est-à-dire, vous mangez sucré, vous tombez malade. Voilà. Alors, avec eux, on mange sucré, c'est vrai que vous avez en 1934, en Allemagne, il y a eu, comment dirais-je, la célébration du Shahnameh iranien. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas quel était le nom, c'est un peu difficile, le nom du ministre de l'Instruction publique qui s'est suicidé, je crois, en février 1945, vous voyez, que j'avais suivi particulièrement, c'était un ancien militaire. Et il avait d'ailleurs dans les classes même, pour exalter, disons, l'origine asiatique, aryenne, vous savez, des Allemands, n'oublions pas le mot de Leibniz, en français, le philosophe, les Européens viennent d'Asie. C'est dans les nouveaux essais sur l'entendement, il dit les Européens viennent d'Asie. Bien. Voilà. Et alors, il avait donc, les Allemands avaient fait de 30 célébrations qui avaient intimidé, beaucoup surpris les Iraniens. Vous avez des célébrations en Russie aussi, des célébrations en France, mais qui étaient, disons, plutôt académiques. Tandis que dans la formulation allemande, disons, parce qu'on parle, vous savez, on parle national-socialisme, communisme. L'Allemagne n'est pas devenue national-socialiste. Le national-socialisme était allemand par définition. C'est pas comme bon, la Grèce, par exemple, a une autre mentalité aussi, ben, enfin, je veux bien, hein, mais il faut comprendre ça, il faut voir les choses d'un point de vue naturel. Regardez un peu les peuples comme on regarde des plantes dans son jardin, voyez, les peuples sont des êtres naturels. Alors, les Allemands, donc, au lieu de circonscrire l'étude du Shahnameh à des académies, ils ont voulu, disons, faire participer la jeunesse dans les lycées, partout, voyez-vous, à la célébration d'une épopée, parce qu'ils estimaient que cette épopée était aussi leur épopée à cause de l'origine, justement, aryenne du peuple, voyez. Ça, c'est une chose que, évidemment, pensez bien que ce n'est pas du tout ce que les Iraniens auraient trouvé en Angleterre, comprenez bien. En France, non pas, parce que. Alors, ils ont été quand même très surpris et aussitôt transportés d'enthousiasme, parce que, par cet honneur que les Allemands rendaient disons, à Firdoussi, alors les Allemands ont donné des éditions, des éditions nouvelles de Firdoussi, etc. Transportés d'enthousiasme, le premier Shah d'Iran, qu'on appelle Reza Shah, qui est un peu mon prénom maintenant, Reza, et Reza Shah a décidé, donc, par décret, de changer le nom pour honorer Firdoussi, le poète Firdoussi, de changer, je dis bien pour honorer le poète Firdoussi, vous voyez, à l'occasion, comme vous dites, de ce centenaire, de ce millénaire, a changé le nom de Perse en nom d'Iran. Et Churchill, quand il s'est agi de renverser le Shah d'Iran en 1941, je le tiens d'une lecture directe que j'ai faite d'une séance à la Chambre des communes, je le tiens de première main, enfin, j'ai eu ça entre les mains, et Churchill a dit que quand nous aurons renversé le Shah, une fois le Shah renversé, on retournera à la good old Persia, à la vieille Perse. C'est-à-dire que ça, c'est la vieille Perse, ça, c'est sympathique. Il trouvait le mot d'Iran antipathique. Vous voyez, c'est important de savoir cela. Et je ne crois pas qu'on changera le nom d'Iran, car je connais des gens, évidemment, de tous les milieux. Il y a, enfin, évidemment, il y a des gens qui sont pour le gouvernement, d'autres qui en profitent, d'autres qui n'en profitent pas, d'autres qui se font des illusions, d'autres qui ont des idées simples. Vous savez, chaque peuple a, comme une plante, elle a plusieurs, comment on va dire, plusieurs degrés, plusieurs pics, plusieurs caractéristiques. Je dois dire que le mot d'Iran, le nom d'Iran fait l'unanimité. Il y a une très belle chanson, d'ailleurs, un très beau chant, d'ailleurs, que j'ai entendu ici, je crois, à Sainte-Geneviève, à Paris, vous savez, dans le 7e arrondissement, et où j'ai assisté à une chorale iranienne il y a 2 ans. Iran, c'est très, très beau. Oui, et je crois que les gens sentent parce qu'ils ont le sens épique, voyez-vous. Ce sont des gens qui sont religieux parce qu'ils ont le sens épique. Il faut retenir ça. En quoi ils sont très proches, ils sont même plus que proches, ils sont très proches des Indiens.
quand je vais dans une famille iranienne, qu'est-ce que je fais? Je regarde la télévision, on me dit, vous voulez des CD? On voit des CD, des films. Bien, on ne voit pas Chiappa, évidemment, on voit les Indes. Non, mais on voit, oui, on voit des gens de mon âge, d'ailleurs, mais que j'ai connu jeune, évidemment, comme je l'étais, non, comme Amitabh Bachchan, Hema Malini, qui était une très, très jolie femme qui dansait, qui chantait très bien. Bon, on voit le fils de tout ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'on désigne comme ça par le Bollywood, etc. Non, Oh non. si on veut, non, non, ce sont des gens de très de forte qualité. Bien sûr, ça ne prend pas ici parce que ici, vous comprenez, le caractère épique ne joue pas. Pourquoi y a-t-il tant de dieux en Inde? Parce il faut du monde pour faire une épopée. C'est tout. Mais évidemment, quand vous faites une musique, vous avez des variations dans les tons, voyez-vous. Il y a des variations. Et bien de même, il y a des variations dans la notion religieuse. Et plus un peuple est déculturé, moins il y a de variations de ce genre. Voilà. Vous voyez, bon. Bon, je ne vais pas en faire une théorie de ce que je dis, mais disons que il faut prendre, disons, les choses. J'avais un vieux camarade de Cannes qui me disait ça, aussi d'un point de vue esthétique. L'esthétique, le mot veut dire la sensibilité. Eh bien, je crois qu'il y a, alors, il y a cette, même dans l'islam même de l'Iran, il y a ce sens épique que vous trouvez aujourd'hui dans les grandes manifestations, par exemple, sur la mort de Hussein, etc. Vous voyez, la mort de Hussein, le petit-fils de Mahomet. Bon, j'emploie toujours le mot de Mahomet, non pas d'autres mots. Euh, le mot de mahométan me semble plus important que le mot de musulman même. Bien, enfin, ça c'est autre chose. Moi, je voulais revenir sur un aspect qu'on a peut-être un petit peu occulté parce que Oui, j'en prie. on parle beaucoup de la présence britannique en Iran, mais je pense qu'il serait aussi intéressant de comprendre leur présence parce que c'est vrai qu'en 1909, bon, l'Angleterre était déjà bien installée en Iran et a créé tout d'abord la Anglo-Persian Oil Company, Oui, en qui est effet. devenue ensuite la BP. Et suite à ça, enfin, il y a eu pas mal d'événements qui ont créé aussi des conflits ou même des intérêts qui étaient aussi russes Oui, pour la division de certains territoires justement en Iran pour se partager le gâteau finalement. Et ça serait bien, oui, enfin, j'aimerais bien que vous oui, je vous développiez en ce prie. côté-là qui nous mène jusqu'en 1960 à l'OPEP, à l'organisation Ah, la version de des l'OPEP, oui, l'OPEP, évidemment, l'Iran était partie prenante, disons, presque, peut-on dire dirigeante même, à quelques égards, indépendamment des Britanniques. Euh, c'est justement la politique indépendante, le commencement d'une politique indépendante à l'OPEP de la part du Shah d'Iran qui a, je vous le dirai, été une des raisons de la tolérance de son renversement. Je dis ça de manière très mesurée, mais n'oublions pas que le Shah d'Iran a été renversé avec l'assentiment des Occidentaux, sauf de l'Allemagne, sauf du chancelier Schmitt. Tout à fait, Ça, oui. je le dirai en son temps. Et ce que je vous dis, là, vous pouvez le dire dans n'importe quelle famille iranienne, on vous dit oui. On va nous donner des exemples. Un premier exemple, avant d'attaquer ce point central justement de l'influence britannique, je vous dirais que j'ai été reçu, c'était la veille d'un départ en France, par une dame qui est bibliothécaire, enfin au sens grande bibliothécaire, qui a voyagé en Russie, etc., pour cette là, qui est près de la présidence de la République, son mari qui est mort il y a quelques mois, plus âgé que moi d'ailleurs, qui doit avoir 5 ou 6 ans de plus, et était un bon archéologue, un professeur d'archéologie. Elle m'a dit ce qui a été la mort du Shah d'Iran, ça a été le traité qu'il a fait avec les Japonais, c'est-à-dire échange de technologie japonaise contre pétrole iranien. Il dit ça, il a signé son arrêt de mort de la part de tout le monde. Alors j'ai dit tout le monde, sauf, et il m'a dit bien sûr, bien sûr, sauf cela. Mais tout le monde s'y est mis, tout le monde s'y est mis. Bon, je ne dis pas qu'il n'avait pas de tort, mais disons que il y a beaucoup de choses d'ailleurs que je ne vous dirai pas dans cette réunion sur l'Iran, parce que quand même, il y a une décence, quand même, je ne peux pas parler de... Je suis invité quand même en Iran et je ne peux pas, disons même, Oui, dire ouvertement ce que beaucoup de gens pensent et savent, mais si on savait la vérité, croyez-moi, c'est ce que dit, je crois, un auteur français, oui, il me rappelle parce qu'il avait voyagé en Orient,
Il dit, les peuples on entendrait un rugissement dans le monde, il dit, oui. Enfin, disons que l'Angleterre a joué un rôle, même plus que vous ne croyez. Enfin, je ris, je sais que je n'ai pas le droit, mais mais ils sont allés, si vous imaginez jusqu'où les Anglais sont allés pour pouvoir faire cette révolution. Oh là là, c'est horrible. Enfin, je ne le dis pas, mais ceux qui ont peut-être des dons de voyance peut-être peuvent me surprendre, mais oui, ils sont allés très fort. Et jusqu'à ce siècle-ci, avec les manifestations que j'ai connues en 2009, là aussi. Mais disons que l'Angleterre, donc, a suscité un mouvement en Iran, c'est-à-dire a profité de l'état des lieux pour susciter un mouvement démocratique qu'on appelle le mouvement constitutionnel. Vous avez cité la date de 2009, et là, de 1909, en effet, c'est à partir du moment où l'Angleterre a un rôle en Iran qu'il y a des mouvements constitutionnels. Et qu'en même temps, il y a aussi, quand il y a eu le mouvement constitutionnel, ils ont favorisé en même temps des mouvements religieux contre ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'ils avaient comme un cocher, ils avaient un cheval, voyez-vous, ils tiraient les rênes d'un côté et de l'autre. Bien. Bon, je n'en dis pas plus, mais enfin, j'ai déjà trop dit. Que je veux dire, ils ont à ce moment-là, l'Iran a décidé, car l'Iran a été gouverné à ce moment-là, au 19e siècle, a été très bien gouverné. Un homme en particulier que les Anglais ont fait assassiner, hein, qui est Nasreddin Shah, qui a fait un voyage à Berlin, qui avait été reçu par Bismarck, et après que Bismarck l'ait reçu, il avait fait l'Angleterre et l'Allemagne, la France et l'Allemagne. Après que Bismarck l'ait reçu, qu'on a mis à Strasbourg, qui était, enfin, j'allais dire redevenu, enfin, je l'enlève pour les Français, qui était devenue allemande, parce qu'au XVe siècle, XVIe siècle, c'était allemand. Oui. La mystique allemande, mais enfin, écoutez, enfin bon, je sais pas, oui, enfin, bon, c'est tellement évident que c'est comme ici, si je disais qu'on ne parlait pas occitan, vous comprenez, c'est pas pareil. Exactement. Ben oui, bien sûr, évidemment, je n'avais qu'à dire aux gens, mais marchez dans les champs, hein, marchez dans les champs, vous n'avez qu'à dire, voilà. Et voilà, et si vous, ben oui, marchez dans les champs, et puis arrêtez-vous, puis écoutez. Alors, disons, il a introduit dans le persan à Strasbourg, c'est ce que j'avais appris justement à un diplomate iranien qui avait vécu à Toulouse longtemps, et il m'a dit, en effet, il m'a dit, nous avions, nous, introduit l'arabe, voyez-vous, à cause de nos colonies, puis il y avait quand même une volonté de la France sous Napoléon III de s'installer au Liban, de cultiver l'installation au Liban, disons. Et Nasreddin Shah mettons, qu'est-ce qu'il a fait vis-à-vis de la France, je dirais ça pour donner, il a permis la traduction du discours de la méthode de Descartes sur sa propre caisse, en persan. Et celui qui l'a fait, cette traduction, c'est un homme que l'on considère comme un rigolo, c'est-à-dire c'était un homme qui avait appris le persan à 17-18 ans en Suisse, ensuite qu'il a appris à Paris, dont le père était le chef de la garde de Charles X, c'est-à-dire le comte de Gobineau, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et alors, il s'était fait aider d'un juif de Hamadan, alors, avec lequel il lisait le Coran, comme il disait, merveilleux de beauté, comme il disait, et nommé Lalazar, je crois, oui. Et alors, donc, il l'a traduit, et c'est aux frais même de Nasreddin Shah. Alors, il y a eu, bien sûr, à ce moment-là, comment vous dire, un intérêt très important au fur et à mesure, par la concurrence aussi avec les Allemands et les Russes, un intérêt très important des Britanniques. Les Britanniques, à ce moment-là, ont fait une alliance avec les Russes. Oui. C'est très important. Et les Russes, nous avons un témoignage ici, dans ces années 1909. Malheureusement, le livre, je ne l'ai pas à ma disposition, je crois que je l'ai rangé dans un autre endroit. C'est un employé, un juif du reste new-yorkais, qui a été employé, comment ça s'appelle, aux impôts en Iran, financier donc, et qui a raconté en détail, dans un très beau livre, dont j'ai l'original, la mainmise des Anglais et des Russes sur le gouvernement, et en particulier comment les Russes avaient réussi, disons, à s'emparer finalement purement et simplement des finances de l'Iran. Et ça, je ne me rappelle pas,
le titre du livre, mais vous le trouvez, c'est un livre publié à New York, qui fait quand même, je crois, 400 pages, hein, et qui n'a pas été traduit en français, mais qui explique très très bien, tous les Iraniens le connaissent, les Iraniens cultivés le connaissent. Et donc, cette sorte de, comment vous dire, d'exploitation a fait que dès 1914, je crois, il y avait la formation d'une compagnie pétrolière. Et vous savez quel était le principal actionnaire? Il faut savoir que le principal actionnaire de cette compagnie pétrolière anglo-iranienne, qui a porté plusieurs noms, ça a été ensuite l'Anglo-Iranian Company, etc. Mais c'est Churchill, hein. Churchill était le principal actionnaire avec la marine britannique. Vous savez que Churchill était lord de l'amirauté, premier lord de l'amirauté, hein. C'est à ce titre-là qu'il a fait la guerre de 1914, comme chef de l'amirauté, qui comprenait ensuite l'aviation. L'aviation était insérée dans, dans cette chose-là. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a fait en Irak, je fais une parenthèse, en Irak, les premiers bombardements au gaz sur les populations. Oui. Et ça a été horrible, évidemment, c'est en 1920, je crois, 21, oui. Il y avait même des conflits en interne parce que, par exemple, le colonel Reza Khan, qui s'était emparé du pouvoir en 1921 par un coup militaire, il avait occupé un poste de Premier ministre jusqu'en 25, et là, ils ont signé un traité avec les Russes. Oui, alors justement, Reza Khan a été, qui est le premier Shah d'Iran. C'est le premier Shah d'Iran. Oui, Reza Khan a été très habile. C'est un homme qui était d'origine iranienne, bien sûr persane, de montagne, et sa femme qui a eu une grande influence sur lui, sur le plan intellectuel, et qui a beaucoup fait pour l'université en Iran, était géorgienne musulmane, car il y a des Géorgiens musulmans, comme moi j'ai connu des Arméniens musulmans à la radio, par exemple. Une très bonne dame à la radio, je ne sais pas si elle est encore là, elle avait été élevée à l'Institut Jeanne d'Arc, parce qu'on avait, nous, l'Institut Jeanne d'Arc de Bonne Sœur à Téhéran. Bien, et donc cet homme était à la tête d'une division. Il a fait une sorte de coup d'État, si je puis dire, mais il a fait mine de s'appuyer sur les Russes. Parce que, après la révolution communiste, hein, de 1917, vous avez beaucoup d'agitateurs. Bon, je ne rentre pas dans la polémique pour ne pas avoir de problème, mais disons autour de Bakou, etc., enfin, qui ont fait des congrès révolutionnaires, vous voyez, enfin bon, mais 68 en plus grand, si vous voulez. Voilà. Comme ben dit, multiplié par 10 000. C'est vraiment la retraite des 10 000 de Xénophon. Là. Alors, ils sont là. Vous avez des gens qui étaient, ça veut dire qu'ils étaient aussi asiatiques que vous et moi. Enfin, nous le sommes certainement un peu. Mais enfin, disons, je me prenais pour un Hongrois quand j'étais à Vienne, oui. Et même deux fois, j'avais raconté ça, oui. Deux fois même, ça a été. Bon, alors, bon, bien sûr, et même quand je vois des photos d'Ombrock, je me dis, tiens, peut-être plus asiatique que je ne crois. Et peut-être pour ça que je ne fais pas de politique ici, peut-être pour ça aussi. Oui, je crois, oui, oui. Et alors, ils me disent donc ce Reza Khan a réussi à prendre, donc, par certaine habileté, à diriger, disons, ce pouvoir, et il avait comme modèle la Turquie. Mais il faut que je vous dise la Turquie de Mustafa Kemal. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on en parle autour de la Turquie et de l'opposition à la Grèce, que Mustafa Kemal a dû son succès en Turquie au fait qu'il a battu militairement les Grecs. Où ça? Au centre de la Turquie même. C'était l'armée grecque qui était non seulement dans les ports turcs, mais elle était arrivée au centre de la Turquie. Elle voulait s'emparer de Constantinople. Enfin, il faut être complètement idiot, évidemment. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'offrait aux plus offrants. Voilà. Et ça, c'est une chose, disons, bon, Mustafa Kemal, il est ce qu'il est, bien sûr, mais ce modèle a beaucoup frappé Reza Khan, qui a voulu être président de la République, à la manière de Mustafa Kemal. Et ce sont les religieux, les mollahs qu'on appelle, qui ont refusé car ils ne trouvaient pas le titre assez saint. Saint, S-A-I-N-T, bien sûr. Oui. Et donc, ils ont demandé d'être Shah d'Iran. C'est donc en répondant à une demande du clergé, que, il faudrait que je dise ça, enfin, aux Anglais, enfin, non, je ne dis pas ça, enfin,
j'arrête les Anglais. Bon, il faut c'est donc eux qui ont forcé, enfin obligé, disons, mais Reza Khan reconnaissait le pouvoir de ce qu'on appelle en Iran le pouvoir, le principal pouvoir en Iran a toujours été, je dis principal, hein, a toujours été une assemblée qu'on appelle le Mejli, une assemblée comme toutes les anciennes civilisations, vous savez, c'était le Sénat, Rome, etc. Le Sénat, l'empereur de Rome, c'était le premier du Sénat. Vous savez ceci, Princeps Senatus, le premier du Sénat. C'est-à-dire qu'il était premier parmi d'autres. Hein. Il était un des premiers, mais les autres étaient ses pairs. C'est ça qui est important. Cette notion impériale et de chef, vous la trouvez également dans l'Empire allemand, dans l'Empire d'Allemagne. Bien. D'ailleurs, il admirait l'Allemagne. Oui, il admirait l'Allemagne, bien Oui, sûr. Il admirait l'Allemagne. Et alors, il s'est trouvé que les ingénieurs allemands qui travaillaient, qui sont restés en Turquie, et qu'est-ce qu'ils ont fait les ingénieurs allemands qui sont restés en Turquie après la guerre? Car il y avait évidemment très peu de travail en Allemagne pour laisser la crise économique, etc. Eh bien, ils ont bâti une ville. C'est la ville d'Ankara. Ankara est une ville de construction d'ingénieurs allemands, oui. Et alors, quand Ankara a été terminée, les Allemands ont dit où c'est qu'on peut travailler, voyez? Ils ont parlé comme dans Candide. Hein. C'est quoi? C'est ça, oui. Le travail éloigne de nous, l'ennui, le vice et le besoin. Alors donc, ils sont allés formés en 1920-25. Ils sont allés former, c'est comme ça que Reza Khan les a connus. Ils sont allés former, écoutez bien ceci, car j'ai regardé ça de façon très détaillée, j'ai des livres détaillés d'Allemands de l'époque, l'enseignement technique à Téhéran et dans d'autres villes. C'est-à-dire qu'ils prenaient des enfants de 10 ans, 15 ans, en lycée, ils leur apprenaient l'allemand, mais ils leur apprenaient également, disons, la chimie, enfin, tout ce qui était des arts d'application physique et technique. C'est comme ça qu'ils ont eu, disons, ils ont eu une grande estime, voyez-vous. Et évidemment, il y avait aussi le prestige, car nous n'oublions jamais, l'Allemagne a été, je devais donner un exemple tiré de ma propre vie, enfin j'étais plus jeune pour ça, je dois en parler, mais je vais donner cet exemple moi-même. Pourquoi l'Allemagne était populaire? On nous fait croire c'est à cause enfin, du national-socialisme, de ceci. Non, non, c'est avant. Elle a été populaire, on dit que parce que Guillaume II avait dit que s'il revenait sur Terre, il préférait être musulman. C'est vrai qu'il l'a dit, je l'ai cité, mais c'était pas pour ça. C'était que elle avait aidé la Turquie à se moderniser et elle avait, avec des ouvriers qu'elle avait amenés elle-même d'Allemagne et leur famille, elle avait fait non seulement le fameux chemin de fer de Berlin à Bagdad, mais elle avait fait le premier chemin de fer qui permettait d'aller à la Mecque sans être importuné par les bandits, c'est-à-dire par ceux qui détroussaient les pèlerins. Vous savez que vous aviez une branche de ce chemin de fer qui est à Bagdad, l'autre branche qui allait donc à la Mecque. Et ceci, quand même, avait beaucoup frappé l'Orient, voyez-vous. Et c'est donc, vous comprenez, je demandais, pourquoi je vais vous donner un exemple privé, il ne faudrait pas que je perde la mémoire, c'est que j'ai demandé un jour là-bas à quelqu'un, il y a beaucoup d'Allemands, il dit oui, oui, vous aimez les Allemands, il dit oui parce qu'ils arrivent à l'heure. Bon, il m'a dit, on leur demande quelque chose, ils arrivent à l'heure. Bon, très bien, c'est un premier point. Mais vous aviez également qu'est-ce que je veux dire, ah oui, je vais donner cet exemple-là tiré de ma propre vie. Lorsque j'ai été amené à aller là, j'ai gagné un voyage un jour, enfin, j'ai gagné un voyage en Jordanie en 1970 et j'ai été reçu par le chef de la compagnie aérienne, la compagnie Alia, qui portait le nom de la fille du roi de Jordanie, le roi Hussein. C'était le prince Nazen. J'étais avec quelques journalistes qui étaient avec moi parce qu'on ne pouvait pas me recevoir tout seul. Des journalistes du Monde qui s'occupaient de tourisme, tout ça. Et il m'a raconté le siège de Jérusalem en 1917 par le général Allenby. Et lui défendait Jérusalem. Avec qui? Il dit, j'avais mes amis allemands, mes amis hongrois, il me disait, et il disait, je n'oublierai jamais, ils disent ce que les Allemands et les Hongrois ont fait pour nous en 1917. Et vous savez, ce sont des choses, c'est-à-dire que les Allemands, qui étaient quand même considérés comme des chrétiens, quand même, enfin, c'est l'Empire romain germanique, se sont mis à défendre, quand même, à défendre les Turcs, à défendre quand même la communauté, voyez-vous, cette grande communauté. Bon, alors, ceci est resté dans l'esprit.
Et quand je suis allé en Jordanie ensuite, à Madaba, chez des chrétiennes arabes, donc qui venaient du Liban et qui s'étaient installés à Madaba, donc ils montraient des mosaïques sur la sortie d'Égypte, etc., l'entrée à Jérusalem, etc. Mosaïques d'ailleurs qui me semblaient récentes, mais peu importe. Et elle m'a dit, je dis, vous connaissez les colons allemands de Palestine? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Elle dit, j'ai été élevé par les bonnes sœurs d'Haïfa, etc. Elle s'est mise à pleurer, etc. Enfin, tout ça. Et voilà, donc il y avait une popularité de l'Allemagne. Ce n'est pas une popularité d'État seulement. Il y avait une popularité, j'allais dire, humaine. Parce que les Allemands avaient fait beaucoup de choses. Je vous donne en particulier, j'insiste, surtout pour ceux qui nous écouteraient, qui seraient attachés à la religion, j'insiste sur ce chemin de fer qui a permis aux pèlerins d'atteindre la Mecque sans encombre, alors que les fameux Wahhabites, on appelle des gens du désert, évidemment, passaient leur temps à les détrousser. Voilà. Ça a été quand même quelque chose qui est resté dans la mentalité de l'Orient, voyez-vous. Et je peux vous dire que ça vaut pour tous. Combien d'ingénieurs arméniens ont travaillé en 1917-18 à ce chemin de fer de Bagdad? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle bon, je ne veux pas rentrer dans la discussion des Arméniens et des Turcs, mais je peux vous dire que les ingénieurs arméniens sont restés jusqu'au bout, jusqu'en 1918, à la construction du chemin de fer de Bagdad. J'ai eu des témoignages directs, écrits et oraux. Écrits et oraux, mais surtout écrits. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y avait une influence de l'Allemagne dans la société iranienne. Voyez-vous? Influence donnée par ces Allemands qui étaient restés en Orient et qui avaient construit, qui avaient appelé de l'aide, bien sûr, et avaient donc mis au point cet enseignement technique. Et je dois dire que c'est allé si loin que Reza Shah, en 1939, a fait le premier grand ouvrage de chemin de fer, qu'on appelle le transiranien, comme il y a le transsibérien, le transiranien, qui allait donc du golfe Persique jusqu'en Russie, et pour le transport justement du pétrole iranien. Et ceci, c'est le premier ouvrage que les Iraniens ont fait sans emprunter à la banque, et la principale banque qu'il y avait à l'époque, sous Reza Shah, encore avant la guerre, c'était Imperial Bank, etc., anglaise, qui était installée à Téhéran. Il a donc fait ça uniquement avec l'aide avec des prêts. Il y avait un peu de prêts du ciment, je crois, qui venait du RSS, et le reste était des machines, des choses comme ça, prêtées, souvent données purement et simplement par les Allemands, qui ont donné des quantités de locomotives, etc., qui ont permis de faire le premier ouvrage, alors qui était véritablement sans endettement de la part des Iraniens. Ceci était évidemment insupportable, parce que c'est la raison pour laquelle, malheureusement, le 25 août 1941, je crois au 26 août, vous avez eu une déclaration faite à 4 heures du matin, faite de guerre, c'est-à-dire que les Russes et les Staline et Churchill ont coordonné leur mouvement de troupes et utilisé par la suite ce chemin de fer pour fournir, évidemment, en armes américaines et anglaises, le front russe, évidemment, au niveau de la Volga. Voilà. C'est là que Reza Shah est tombé aussi. Et c'est là que Reza Shah est tombé. Alors, Reza Shah, il est tombé et il a eu l'idée juste quand les Russes allaient rentrer dans Téhéran, de présenter son fils à l'Assemblée, ce qu'on appelle le Mesli. Et c'est le Mesli qui a acclamé le futur Shah d'Iran, voyez, le jeune Shah d'Iran, et donc à ce moment-là, il était légitimé. Voilà, voyez, la légitimation ne venait pas simplement d'un droit de succession, voyez, elle venait à l'époque de la reconnaissance par l'Assemblée. Voilà, par l'Assemblée. Et à ce moment-là, il a été enlevé. Les Anglais, il a demandé à partir en Argentine. Et les Anglais lui ont dit oui, bien sûr. En fait, ils ont dit qu'il faut d'abord aller, qu'on appelle ça, aux Indes. Je crois aux Indes ou près des Indes, je crois. Et en fait, il a été prisonnier jusqu'à sa mort, en 1944, en Afrique du Sud. Voilà. Et il a envoyé toujours des
qu'on appelle des disques, c'est un enregistrement par phonogramme à son fils, le mettant en garde contre les Britanniques. Voilà, voilà. Et ça, je vous dis ce que j'ai appris de première main, que j'ai pu lire et dit de première main, mais j'insiste car ce n'est pas su, voyez-vous. On le présente comme un tyran, etc. Vous savez, bon, quand votre père est sévère, vous le prenez pour un tyran, vous comprenez? Ben oui, évidemment. Et vous devenez vous-même un tyranno. Non, mais il faut être sérieux. Il faut voir les choses quand même avec mesure, voyez-vous. C'est tout. Il y a bien des choses que je pourrais vous dire, comme me dit, je crois que c'est Saint Jean même le dit, après Socrate, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais que je ne veux pas dire pour ne pas quand même entraîner des difficultés, parce que quand même, vous savez, les Anglais ont vraiment, vraiment, vraiment une influence très, très grande dans la politique. Oui. Dans la politique iranienne, vous n'imaginez pas à quel point, à quel point. Je vois, moi je m'en suis rendu compte en 2009. Je vais même vous raconter quelque chose, vous voyez, sur la civilisation iranienne. J'étais en 2009 et là, je ne voulais pas me mêler aux manifestations qui étaient venues des beaux quartiers, disons, oui, enfin, si on peut dire, évidemment. Je me rappelle des filles qui étaient en Amazon, vous savez, qui étaient en Amazon sur les Vespa, tout ça, les motocyclettes. Et vous aviez donc, je regardais la BBC anglaise à la campagne, la BBC anglaise, qui était persanophone, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Venez ici en Angleterre au Pays de la Liberté. Ah oui, tout ça, c'était bien organisé, c'était bien fait. Et alors, j'ai voulu, comme ça, un jour, c'est une confidence, mais qui doit instruire les auditeurs, je me suis dit un jour, tiens, tu vas aller au musée. Et j'ai demandé à ce monsieur qui était dans un hôtel au fond d'un impasse, là, ça faisait un peu Francis Carco, moi, on me dit, enfin, il était là, il m'a dit, oui, oui, vous franchissez vous passez la place Firtoussi, justement le fameux poète dont je vous ai parlé, le poète épique, et vous allez sur votre gauche, vous trouverez le musée de Ali, le musée de l'imam Ali. Alors je vais voir au musée de l'imam Ali, je rentre, j'ai été le seul visiteur. Hein. Pendant toute la... Bon, je me suis dit, les gens font la révolution, je veux bien, enfin, je suis le seul visiteur. J'avais peut-être 4 ou 5 ans de moins qu'aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que je veux dire, c'était davantage. C'était en 2009, non. Et donc, je vois tout d'un coup je vois marqué le nom d'Ali, marqué nom d'Ali, de l'imam Ali, en caractère koufik. Koufik, c'est la ville de Koufa, vous savez, en Iran, où aurait été assassiné, justement, l'imam Ali. Donc, je le rappelle, qui est marqué comme étant le cousin paternel de Mahomet, et donc le mari de sa femme, de sa fille, donc Fatima. Laquelle Fatima, pour les astrologues et les astronomes persans, représente la planète Vénus. Il faut le dire, c'est le nom donné à la planète Vénus. Et alors je vois, et qu'est-ce que je vois? Bon, c'est facile, le temps de vous le dire, je l'avais déjà vu. Hein. Je vois au centre du nom de l'imam Ali, donc un caractère arabe koufi qui ressemble à de l'imprimerie. Hein. Je vois une immense croix gammée. Enfin, écoutez, au centre, ben, ne pas la voir, c'était vraiment très difficile. Hein. Il fallait vraiment avoir des dons mystiques pour ne pas la voir. Mais enfin, en tant qu'être matériel, je la voyais. Oui, même dans la caverne de Platon, je l'aurais vue. Et alors, je dis, tiens, quand même une croix gammée. Et puis je vois qu'il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Et je dis, alors on m'a expliqué, oui, c'est le sang du nom d'Ali. Et alors après, je suis revenu, elle n'était pas exposée, mais on m'a dit, mais vous avez le nom d'Ali, il m'a dit, vous voyez, sur les fenêtres. Alors je regarde sur les fenêtres, et alors, au centre de la fenêtre, vous avez la croix d'extrogir, hein, comment dire, à la droite. Alors évidemment, quand on voit des choses comme ça, d'abord, premièrement, on ne peut pas quand même diminuer l'influence de l'Inde, par exemple, ah oui, sur la formation quand même de la religion. Bon, on ne peut pas, disons. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas séparer les deux, voyez-vous. Et je dois dire que quand il y a eu cette fameuse invasion anglaise de concert avec les soviétiques, avec Staline, l'état-major anglais était aux Indes, vous voyez, à ce moment-là. Oui. C'est le général Wewell qui a été ensuite, qui a été prisonnier des Japonais, qui était là. Oui. Bon, et bon,
Voilà, et c'est pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'épique. Je répète toujours qu'il y a quelque chose, c'est un pays, que ce soit d'ailleurs l'Iran, que ce soit la Turquie, bien sûr, ou l'Irak comment on appelle, et le Liban, il y a un fond épique à la religion. Oui, évidemment, c'est plus ou moins prononcé. En Iran, c'est éclatant. C'est éclatant. Vous avez l'Ashura, par exemple, que l'on célèbre aujourd'hui. Bon, je ne vous dis pas le sens d'Ashura, d'après certains auteurs que je lis, bon, qui ferait plutôt penser à un combat dans le ciel qu'un combat sur terre, bien sûr, qui est intéressant d'ailleurs. Hein. Le Ra signifiant le rayon, bon, H signifiant un vaisseau, etc. Et pourtant, j'ai vu moi-même ces scènes jouées par des enfants avec des habits, vous savez, sur les trottoirs, hein, avec les familles autour, des enfants habillés avec des casques, vous savez, comme dans un Moyen-Âge féerique, vous voyez. Eh bien, on se demande en effet si c'est au ciel ou sur terre que ça se passe. C'est quelque chose qui vous transporte, voyez-vous, quelque chose qui est épique, voilà. C'est-à-dire que c'est la différence entre je ne dis pas la différence entre un homme et une femme, mais enfin, j'aime bien comme français, c'est mon côté français, bien sûr. Je crois que c'est Kant qui dit que la femme est près de la beauté, l'homme est près du sublime. Mais bon, évidemment, mais il y a quand même quelque chose, dans la religion, il y a de la beauté, mais il y a du sublime quand même dans ce fond, dans cet arrière-plan, si vous voulez, de la religion. Et je crois que c'est ça qui est insupportable, cette mentalité-là qui est insupportable aux gens d'aujourd'hui. Je ne dis pas les gens, la mode d'aujourd'hui, mais à ceux qui veulent faire du monde une sorte de marché, voyez-vous, où Oui, l'on discute simplement avec des anonymat, vous avez votre carte bleue, vous l'avez pas, bon, vous voyez, c'est-à-dire que on est défini uniquement que par des paramètres très réduits, voyez-vous. oui, d'accord. Euh, c'est ça que je veux dire. Et je crois que c'est ça qui fait l'attaque de l'Iran. Alors, évidemment, vous avez aussi, mais je n'y crois pas, hein, euh, vous avez par exemple, on dit qu'il y a une hostilité, par exemple, des Israéliens à l'Iran, mais permettez-moi de vous, oui, bien sûr, mais permettez-moi quand même de vous dire quelque chose à cause du livre d'Esther, etc. Mais je ne crois pas que le livre d'Esther soit réel, soit authentique. Bon, mais ça, vraiment, je le dis par honnêteté, quoi. Disons, j'ai lu la littérature russe à ce sujet, je suis convaincu après que c'est bon, enfin, que c'est non, que ce sont des discours ça a posteriori ça. Mais j'étais quand même très frappé par deux choses. Je voulais vous dire, je sais pas, oui, c'est que cette hostilité, enfin comment vous dire, cette hostilité envers les Israéliens envers l'Iran, elle s'explique, mais en même temps, elle est assez paradoxale parce que lorsque les Russes ont envahi, donc en 1941, ils ont amené avec eux à peu près 50 000 Israélites polonais hein, Oui, qui avaient fui les Allemands pour se réfugier en Russie. Et parmi eux, il y avait, comment il s'appelle, celui, Begin, bien sûr, Begin qui sort, on a dit qu'il sortait d'un camp russe. Le problème, c'est qu'il est sorti d'un camp russe avec le grade d'officier. Je ne vois pas moi quelqu'un qui sort d'un camp d'une prison avec le grade de colonel. Vous voyez ici, je ne sais pas, il y a quand même un bon sens. Et il est donc rentré en 1941 en Palestine, voyez-vous, en passant, en profitant justement du passage par l'Iran. Et vous bah avez oui, parce beaucoup que de ces bah, l'Iran était envahi par les Britanniques et les Soviétiques, donc j'imagine que le passage était plus aisé. qui le passage était plus aisé, et vous avez beaucoup de ces Polonais, vous savez que j'ai fait, quand je dis ces Polonais, ça me rappelle la Sorbonne, j'ai appris l'allemand avec un Vietnamien et des Polonais. Le Ouais, Vietnamien qui est mort et les juifs polonais qui étaient à la Sorbonne, qui parlaient le yiddish. Quand j'allais chez eux, la maman me disait, les Allemands sont très organisés, c'est pas comme les Polonais c'est la pagaille, vous pouvez compter sur les Allemands, ils ont le sens du social, etc. Ah, je m'en rappelle, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans à l'époque, la femme avait 45 ans, peut-être plus jeune, encore je voyais avec ses cheveux noirs assez particuliers et presque bleus, un peu comme on voit en Chine. oui, Et il disait ça, et il disait ça, et toujours. Et alors, je reviens donc à, à cet épisode. Vous avez eu à ce moment-là, bien sûr, comment vous dire, une répression, bien sûr, des populations. Oui, je veux dire que vous avez des Polonais, donc ils sont restés.
aujourd'hui, que j'ai vu filmer dans des films, hein, des reportages américains, qui sont en Iran aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font, ces Polonais? Qu'est-ce qu'ils font, d'après vous, les Polonais? Ils boivent, non? Ben oui, enfin, ils boivent. C'est pas une insulte, c'est une constatation. Et bien là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ben, je les ai vus avec l'alambic. Avec l'alambic. Non, mais nous sommes en Iran. Je les ai vus filmer. C'est vrai que je ne les ai pas vus de mes yeux, mais ils étaient filmés. Ils sont passés ici à la télévision, etc. Ils racontaient qu'ils étaient libres d'agir comme ils voulaient. Bien, eh ben, ce problème, enfin, quand même, moi, je ne sais pas, je pense qu'on peut peut-être se dissimuler pour boire de l'alcool, mais de là à afficher un alambic, il faut quand même avoir du soutien. Ouais, bon, enfin, à mon avis. Et ils sont plusieurs, oui, oui, c'est comique. Et vous les trouvez, mais exactement, mais vraiment, c'est la Pologne, je me suis arrêté quand j'étais allé en Chine, je me suis arrêté à Brest-Litovsk, là, avec un camarade polonais, entre guillemets, ici, Zadenberg, il revenait chez lui, il était de Brest, de Brest-Litovsk, et Brest, c'est l'Ouest, vous voyez. Et alors, mais j'ai envoyé là-bas, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais on dirait une caricature. Il s'est dit, ben oui, ils sont comme ça depuis toujours, il m'a dit. Et là-bas, je voyais la même personne, etc. C'est la même personne partout. Enfin, bon, je dis ça avec. Et alors, vous avez à ce moment-là une répression terrible qui est racontée, je l'ai dit dans un livre qui paraîtra peut-être à titre posthume, enfin sur l'Iran, quand j'aurai terminé de travailler, vous avez eu une plainte du délégué apostolique en Iran, qui était très anti-allemand, évidemment, et très anti-iranien, un délégué italien, mais enfin, comme il le disait à l'italienne, c'est-à-dire que c'était pas injurieux, c'était senti, mais c'était agréable à lire. Et alors, il a parlé donc de ces gens qui sont tellement envoûtés par les Allemands qu'ils disent tous que le chef de l'Allemagne, pour ne pas dire son nom, a fait un pèlerinage à Méchad, voyez, à Méchad. Et beaucoup disaient que le chef de l'Allemagne de l'époque, même, même celui qui fait du primaire aujourd'hui, il le sait qui c'est, oui. Eh bien, il était donc musulman, il était chiite, voilà. Ah oui, ça c'est, moi je dis dans mes, comment ça s'appelle, dans les documents officiels du Vatican, de 42, je crois, c'est cité en 42, oui, qui m'a été donné par un, et tout ceci, voyez-vous, est à considérer, si l'Allemagne aujourd'hui, je fais quelque chose qui est un peu à côté de ce que vous dites, si l'Allemagne aujourd'hui euh, n'a pas beaucoup de problèmes avec l'immigration turque. Il s'est assez bien fondu en Allemagne, c'est à cause de ses relations anciennes. Voyez-vous. Oui. Elle a beaucoup plus de difficultés avec l'Afrique du Nord, avec tout ça, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il faut bien tenir compte. Alors, il y a eu bien sûr une répression. Vous avez eu des femmes qui ont été, on a envoyé des femmes et des hommes séparés les uns des autres. Vous savez, des Iraniens aux Indes, et beaucoup aussi en Australie, déportés en Australie pendant la durée de la guerre. Tout ça, c'est raconté par le nonce apostolique. Hein. Et puis ensuite, vous avez eu pendant la guerre également un nommé général qu'on appelle Zaedine, qui a été déporté, lui, pour qu'on le surveille bien en Palestine. Donc là, il était vraiment, comme on dit, dans le laboratoire. Et à part ça, vous avez eu, entre les deux guerres, évidemment, chacun vous en parlera, on me reprochait de ne pas en avoir parlé, vous avez eu cette fameuse querelle avec les Britanniques, dans laquelle les Iraniens ont cherché le soutien américain, c'est-à-dire la querelle de Mossadegh qui a voulu nationaliser les pétroles. Bien. En 51, oui. Et Mossadegh était le premier docteur en droit. Son gendre était un ministre qui avait fait la radio, parce que la première radio iranienne est une radio de 1939, construite par les Allemands de A à Z. J'ai visité ça, pour diffuser la propagande. Quelle propagande, d'après vous? Eh bien, la propagande, justement, palestinienne et donc libanaise. Parce que ce qu'on appelle le Liban, la Syrie et la Palestine, à mon avis, évidemment, c'est une opinion, mais une opinion, c'est comme si je disais que le fait que le soleil est haut, c'est mon opinion. Bien sûr, c'est mon opinion. Elle est quand même partagée. Bon. Eh bien, c'est le même pays. C'est ce que dit Assad, l'ancien médecin. Hafez el-Assad l'a dit, nous sommes deux États et un peuple. Mais le troisième peuple, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la Palestine, évidemment. Mais la Palestine, c'est une notion tout à fait artificielle, disons, qui vient de la religion, disons, de chez nous.
Mais vous savez, de même que les Arabes que vous voyez, la plupart des Arabes que vous voyez en Jordanie sont des réfugiés de Palestine, et quand vous grattez, vous voyez qu'ils viennent de Syrie ou du Liban. Vous comprenez, vous avez des parents qui viennent d'eux, qui viennent d'eux. Alors, pourquoi on ne le dit pas ça? Pourquoi on ne dit pas qu'on a séparé une seule nation en plusieurs États? De quel droit on revient à ce que vous disiez sur Macron? Parce que Macron, c'est pas lui ad hominem, c'est pas, il faut pas l'accuser comme simplement comme homme. Oui, pas lui en particulier, mais non, non, mais c'est une bêtise que l'on a. Au moins, quand j'étais au Liban, j'étais avec des Toulousains. Ici, j'étais chez des bonnes sœurs, parce qu'on est le monsieur il était un Lorrain, d'ailleurs, un homme sérieux, hein, il était comme du Lorrain. Et il avait fait de l'allemand, il avait fait, bien sûr, l'allemand, il avait fait, donc, il était professeur d'arabe, Weber, il s'appelait Weber. Et puis, il était ancien séminariste. Bon, ensuite, il avait perdu la foi, etc., mais il avait continué. Et on allait donc là où il avait vécu. Et les bonnes sœurs qui me reçoivent à côté de là où il était, elles commencent par me dire, me voyant arriver, tel que je suis, elles me disent, vous savez, monsieur, ici, on est victime des Palestiniens, etc., qui nous occupent et tout. Bon, je renverse la vapeur, évidemment, elle renverse elle-même complètement la vapeur, vous voyez. Ah, mais je ne savais pas que vous avez raison, etc., vous voyez. Donc, ils sont habitués, si je puis dire, à craindre l'étranger ici au Liban, voyez-vous. Ne dites pas, il ne faut pas croire que ce que l'on dit, c'est-à-dire que on dit qu'on oppose les groupes les uns aux autres. Bien sûr, on le fait depuis le 19e siècle et avec l'aide de l'Égypte, il faut le savoir, car l'Égypte a été très maçonnisée, vous savez, avec Mehemet Ali, etc. Et donc, on a essayé de couper déjà au 19e siècle la Syrie de l'Empire ottoman. Plutôt le Liban de la Syrie elle-même, disons, la Syrie elle-même de l'Empire ottoman. Ceci n'a pas réussi. J'ai discuté sur Facebook avec une Turque, une jeune femme turque. Elle me citait le maréchal Molk, celui qui a fait la campagne contre nous en 70, qui lui a été coopérant militaire en Turquie. C'est les Allemands qui ont permis aux Turcs de lutter contre l'invasion égyptienne, voyez-vous. Tout ceci n'est pas enseigné. On nous l'enseignait à peine quand on était au secondaire. Tout ceci n'est plus enseigné. Donc, mais je le redis quand même parce que il faut éclairer. Ce que nous disons du siècle passé, c'est comme si on parlait d'ici il y a 2 semaines, 3 semaines, vous comprenez? Nous sommes quand même dans la même période de temps. Et ce que je ne tolère pas, ce que je trouve idiot, c'est de regarder des gens de haut. C'est-à-dire, nous ne sommes pas chez nous, chez eux. Et ils ont peut-être des différences, mais ils ont vécu quand même très longtemps sans nous. Et même bien vécu. Il faut voir quand même ce qui a été fait à Beyrouth, ce qui a été fait au Liban, ce qui a été fait, bien sûr, les Druzes sont restés des Druzes, bon, évidemment. Mais enfin, ils ont leur caractère, bien sûr. Vous savez, bon, oui, chacun a son caractère, évidemment, avec ce bon et mauvais côté. Mais enfin, je crois que nous n'avons pas tiré ces leçons, voyez-vous, pour terminer cet entretien. Nous n'avons pas au niveau des technocrates qui nous dirigent, voyez-vous, qui ne s'intéressent pas d'ailleurs réellement aux racines des civilisations, à ce que j'ai appelé l'épopée. Si vous leur racontez ce qui s'était passé en Iran au siècle dernier, ils s'en fichent complètement, vous comprenez, dans la mesure où il n'y avait pas l'ordinateur, ça ne les intéresse pas, vous comprenez, ils vivent au petit futur. Ben oui, ils vivent au jour le jour, vous comprenez. Et, ben oui, ils ne comprennent pas qu'on puisse aimer quelqu'un sans lui téléphoner, vous comprenez. Mais non, mais oui, c'est vrai. oui, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ben, j'ai dit, comment on faisait avant? Il m'a dit quelqu'un. Ben, on écrivait. Ah, il me fait, ben oui, on écrivait. Ben oui, on écrivait. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a même qui écrivaient, il y en a qui faisaient des opéras, bon, et voilà. Ben oui, je sais pas, moi. Enfin, je racontais le coup de foudre entre la première femme de Wagner et lui. Bon, ben oui, il n'avait pas de téléphone, maintenant il n'avait pas. Mais là, maintenant, vous savez, on a un peu, nous assistons à une fascination, à une sorte d'hypnotisme des gens, vous voyez, avec cette technique qu'on a. Et bien sûr, ce dont je vous parle tend à être entièrement effacé. Vous Oui, voyez, puis cette tentative toujours de diaboliser sans connaître. C'est vrai que maintenant, les ben oui, sans informations sont connaître. tellement rapides que les gens ils prennent les informations pour argent comptant. Et lorsqu'on parle voilà, par exemple de l'Iran, Ben oui, l'Iran, ils voient c'est bien l'Iran comme, bravo. oui, ils voient l'Iran, enfin, je ne veux pas du tout, mon Dieu, ce n'est pas une insulte, loin de là, parce que je me revois encore en Tunisie avec, hein,
j'allais aussi à la campagne, tout ça, m'a fait voir comme quelqu'un qui est sur un âne, voyez-vous, et qui est en train. Oui, Oui, alors, bon, bien sûr, ben, il y a bien sûr. Mais enfin, je veux dire, non. Écoutez, je vais vous dire, en, en 1900, la première fois que j'étais invité, bon, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. L'Allemagne est encore remise de côté, mais alors là, on peut dire que, disons, il y a eu une sorte de plaisanterie du destin. On me met, j'étais invité donc pour assister à un congrès et on me dit, Monsieur Lartiguet, vous savez, vous avez un homme de Berlin qui vient là, un pasteur de Berlin. Ah bon, je me suis dit, et puis je vois le pasteur, qui est un Togolais, évidemment, un Congolais, un pasteur qui avait fait l'Allemagne de l'Est, tout ça, bon, qui parlait très bien l'allemand du reste, et qui croyait voir des djinns qui sortaient de mes yeux à chaque fois. Et alors, oui, on s'entendait très bien, tout ça, et, on s'est très bien entendu, et on est allé voir le mausolée de l'imam Khomeini. Je signale que Khomeini, le I de Khomeini, pour ceux qui ont fait du latin, c'est un peu le cas du locatif, c'est-à-dire celui de. Ça dit le locatif, il oui, vient comme de. ça vient celui qui vient de, qui habite à. Et Romain, ça veut dire, ben, Romain, euh, je vous avais un peu le mot arabe comme Gouroumia, enfin, c'est pas très audible. Mais vous avez l'allemand Gemein, Gemein, qui signifie la commune. C'est le nom de la commune. Je veux dire, c'est un nom qui désigne une commune. Donc, c'est de l'indo-européen. C'est pour ça qu'il faut savoir que la plupart des mots, je veux dire, de la langue iranienne, sont reconnaissables en allemand, par exemple, plus qu'en anglais. Par exemple, la fille, c'est Daktar. Je vais le dire avec les mots latins, D-A-K-T-A-R, Daktar. Bon, en allemand, c'est Tochter. Bon, en anglais, c'est Doctor. Bon, c'est pas la fille, évidemment. Bon, vous avez Madar, c'est la mère. Bon, c'est Mutter, évidemment. Fata, Badar, c'est papa, c'est Vater. Bon, et vous avez comme ça à peu près énormément de mots qui montrent justement la légitimité, la légitimité du titre que s'est donné le Shah d'Iran. Qu'est-ce qu'il s'est donné comme titre? Je veux dire, je crois que c'est le premier, mais c'est le second qu'il a pris surtout. Le second Shah d'Iran, quand même, avait comme titre Shahin Shah, ça veut dire le roi des rois. C'est un nom d'identité puisqu'il ne régnait pas sur des sujets, mais sur des rois. C'est-à-dire qu'il régnait sur des gens qui étaient ses égaux. C'est ça qui est important, voyez-vous. Simplement qu'il était situé comme empereur, mais je veux dire qu'il régnait sur des gens qu'il estimait être des chefs par eux-mêmes, non pas des gens qui étaient subordonnés à lui, mais des gens qui lui étaient subordonnés, bien sûr, mais qui avaient également leur propre autonomie là où ils gouvernaient. Bien, ça, c'est ça. D'où le Shah, le roi des rois, c'est-à-dire roi entre les rois. Mais la deuxième, quelle est la deuxième étiquette? On le dit jamais, c'est la lumière des Ariens. Évidemment, vous n'allez pas voir Macron dire je suis la lumière des Ariens. Ça ne marcherait pas. Et je crois que là, ça serait le suicide intégral. Vous voyez, Chiappa dire je suis la lumière des Ariennes. Moi. Bon, on ne le croirait pas. Bon, d'abord, on ne comprendrait pas très bien le mot. Et alors, vous avez le mot de. Pourquoi, que signifie dans le mot de Aryan ou Arien, ou le mot d'Iran, on le voit. C'est mon interprétation. Hein. Bon, je ne dis pas que je sois un savant, mais enfin, c'est mon interprétation qui revient un peu à l'interprétation ordinaire. Vous avez le mot de Anne, qui a donné le préfixe de Anne, etc., qui signifie l'ancêtre, comme Anna. Anne, c'est la mère de Marie, bon, etc. Bon. Anna, Agné, c'est un nom qui est courant. En allemand, c'est A-H-N, vous savez, le Anne, der Anne, l'ancêtre. Et vous avez Ur, ou Ir, ou Ur, qui signifie l'origine, c'est-à-dire l'ancêtre, le lieu des ancêtres originels. Et vous avez le même mot dans l'Irlande. C'est la terre initiale, la terre de l'origine. Alors, que ce soit Ir, Ur ou Or, c'est pareil. Voilà. Alors ça, évidemment, déjà, vous savez, je ne crois pas que dans les classes, on vous dise l'Iran, c'est comme l'Irlande. Hein. Bon, c'est le même préfixe. Ben oui, c'est pas à côté, bien sûr, mais c'est les mêmes gens, vous voyez. Enfin, bon, il y en a qui sont à côté de chez vous, bon, vous voyez pas que c'est les mêmes, mais enfin, d'autres qui sont plus loin, vous voyez qu'ils sont plus proches de vous. Enfin, tout ceci, on peut en plaisanter, mais voyez-vous, quand je parle avec des Iraniens, je vois par exemple, il y a des enthousiasmes, il y a des manières de parler qui sont quand même très proches des Occidentaux. Oui. Alors, bien sûr, on peut fleurir ce rapport.
puisqu'on parle des Allemands, vous avez le philosophe allemand par excellence, c'est Kant, K-A-N-T, Kant, oui, qui a dit des Iraniens, mais il a repris ça à un voyageur français, je crois, Chardin. Il a dit les Espagnols sont les Arabes sont les Espagnols de l'Asie, ils ont beaucoup d'imagination, et les Iraniens sont les Français de l'Asie, c'est-à-dire qu'ils développent la grâce, la politesse, etc. Enfin, ça, c'est dans l'opuscule de Kant, Observation sur le beau et le sublime, de 1764. Hein. Ça, je sais. Et quand De Gaulle est arrivé en 63, accompagné de Pompidou, je voudrais presque arriver à la conclusion là-dessus. Vous allez me dire, il est arrivé au nom de la France. Non, il est arrivé, il dit, je viens au nom de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné d'une délégation allemande. Et alors, il a été reçu par le Shah, et le Shah lui a dit cela, il a dit, vous êtes ici en Iran, qui est la France de l'Asie. Parce que quand on disait, c'était la France de l'Asie. Voilà. Des Français de l'Asie. Die Franzosen von Asien. C'est le texte de Kant. Bon. Alors, vous voyez, bon, tout ceci est effacé, évidemment. Là, j'ai dit, aux langues orientales, j'ai demandé un jour à quelqu'un de le dire. Oh non, surtout pas ça. Les dames ne voudront pas accepter ça, etc. On n'accepte même pas. Enfin, bon. Mais alors, vous savez, les profs d'aujourd'hui, c'est des fonctionnaires. C'est pas des profs. Hein. C'est des gens des gens qui cherchent des mots-clés, comme m'a dit une amie tunisienne des années 70, que je connais, une bonne biologiste, là. Nous nous connaissons depuis si longtemps déjà. Elle me l'a dit hier encore. Elle m'a dit, ils cherchent des mots-clés. Oui, c'est ça. Ils cherchent des mots-clés. Oui, c'est tout, c'est tout. Et pour l'Iran, c'est pareil. Et l'Iran a une très grande importance. Quand je me rappelle, quand j'étais, avant la révolution iranienne, quand j'étais en Tunisie, déjà, on en parlait, oui, vraiment, comme d'un pays qui était un des centres. Alors, pourquoi c'est un des centres religieux? Parce que, écoutez, parce que ils ont un sens épique. Là où il y a de l'épopée, il y a de la religion. Pourquoi la religion s'est-elle maintenue dans certains pays en Europe et pas dans d'autres? Regardez bien, c'est là où il y a eu beaucoup de poèmes épiques, forts, voyez-vous, que la religion s'est maintenue. Parce que la religion vit dans l'épopée. Ben évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez dire Jésus dans le désert, vous pouvez annoncer ça comme une nouvelle, vous voyez. Enfin, en général, vous avez plutôt intérêt à en faire quelque chose qui a de l'allégorie, voyez-vous, des choses comme ça. Voyez. Et tandis que là, non. Là, non, c'est pas. Je crois que l'Iran sera attaqué. Je pense que même il est envisageable qu'on pouvait foudroyer l'Iran. Hein. Mais je vais vous donner deux observations principales. Je connais des Iraniennes, j'en connais une qui est partie qui m'a téléphoné il y a 2 jours, qui est partie au Canada, et qui est toujours liée à l'Iran, et je connais donc d'autres qui sont ici. Elles sont, comment vous dire, l'attachement au pays est un attachement quand même plus profond, je trouve plus profond que par exemple l'attachement je le dis ouvertement, hein, ayant été professeur là-bas, que l'attachement par exemple des Tunisiens à la Tunisie. Ouais. Parce que justement, ils sont attachés, c'est pas des symboles, à ces épopées, voyez-vous. Et l'Ashura, par exemple, ces cérémonies-là, ou par exemple le pèlerinage à Kerbala, hein, qui est un miracle, vous savez, c'était le pèlerinage où le petit-fils de Hussein serait mort, etc., est mort, enfin tout ça, contre le sultan musulman Yazid, tout ça. Bon. Et je crois que c'est cela qui fait l'attachement. Je crois que c'est ça qui fait la vibration iranienne, voyez-vous. Bon, c'est une chose qu'on raconte jeune. Les enfants miment jeunes, très très jeunes, ils miment ces épopées. Je crois que c'est ça qui est. Je voulais vous dire que quand j'étais donc en Iran la première fois, donc j'ai vu ce noir qui était donc togolais, et puis ensuite nous sommes partis et j'ai fait la connaissance d'un député de la Douma russe qui était le Sultanov, qui est donc un Tartare, et qui m'a parlé justement des livres de Le Nôtre, vous savez ce qu'on appelle l'historien Le Nôtre, qui était un des parents du jardinier de Versailles, qui a écrit contre la Révolution française, évidemment, beaucoup de choses, il a montré les horreurs de la Révolution, tout ça.
C'est peu lu aujourd'hui, mais c'était à mon âge. Autrefois, c'était, disons, entre les deux guerres, c'était très répandu. C'est un excellent livre. Et j'ai parlé en français avec lui, je regardais comment il était, quoi. Écoutez, autant le camarade était noir, bien sûr, autant lui était blanc. C'est-à-dire que, comment vous dire, je me trouvais qu'il y avait une race, disons, le terme utilisé par Kant, c'est pour ça que je l'emploie, une race qui était ancestrale. Je pense que ces types de tartares, voyez-vous, choses comme ça, représentent une forme de ce qu'a été l'Europe à un moment donné. Et que nous avons une sensibilité commune, évidemment. Mais oui, je crois que cette sensibilité est quand même, je ne dis pas que la vie n'est que sensibilité. Bon, il y a l'intelligence, bien sûr. Mais la sensibilité compte pour des rapports durables. Et malheureusement, au lieu d'en tenir compte, eh bien, on est dirigé contre eux. Vous savez, vous avez parlé du rapport avec l'Allemagne. Je terminerai puisque j'ai parlé de l'Afrique avec le Togo et le Cameroun. Les Togolais et les Camerounais ont une très très grande admiration des Allemands. Je l'ai vu dans toute ma vie. Oui, ça, ils ont, là aussi, parce que les Allemands ont su, comme les Flamands d'ailleurs au Congo, ils ont su arriver en offrant des grammaires locales, en mettant leur propre langue en grammaire, voyez-vous. Les Allemands ont agi sur l'esprit, par l'esprit, par la matière, bien sûr, la technique, mais également par l'esprit. Nous, on a mis l'esprit au service de la chicane, voyez-vous, et on trouve qu'ils ne sont pas assez ceci, qu'ils ne sont pas assez cela. Mais quand je vais dans une famille iranienne, pourquoi je me sens peut-être mieux que d'autres Français? Parce que je retrouve exactement l'atmosphère de chez moi en 1950, c'est-à-dire 50-55, c'est-à-dire la vie de famille, mais simple, voyez-vous. On voit les parents, les grands-parents avec les petits-enfants. Les petits-enfants sont à l'aise avec les grands-parents, voyez-vous. Ça, je l'ai connu. Et bien, maintenant, on le connaît de moins en moins. Je ne dis pas que c'est méconnu. Et je dois dire que c'est une des raisons, si je termine là-dessus, justement, de ma sensibilité à l'Iran. Voilà. Bah, écoutez, je pense que on pourra continuer sur l'Iran Oui, comme vous voulez, mais oui. quand vous aurez le temps, bien sûr. Oui, Parce bien que sûr, je là, vous remercie. non, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce cheminement-là de l'histoire de l'Iran. Bon, là, je pense Tant mieux. que on pourra continuer parce que c'est vrai que là, on s'est arrêté un petit peu dans les années 50, 60 et Oui, bien sûr. vous avez partagé votre expérience également. Je pense que la prochaine fois, on pourra aborder un petit peu ce qui s'est passé avec la révolution islamique Oui, en effet, oui, oui, qui a oui, oui. donné naissance à cette république islamique. On pourra en parler. En effet, oui, en effet, bien sûr. Et J'espère que ça vous bien intéresse sûr. de nous On pourra rejoindre. mieux en parler, oui. Donc, Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. oui, bien C'est sûr, bien merci sûr, bien beaucoup, sûr. c'était passionnant, c'était vraiment très Ah, intéressant. écoutez, si vous le dites, c'est que c'est vrai, comme on dit. J'ai pris Non, des non, si notes. vous le dites, c'est que c'est vrai. Vous le diriez, je sais que vous le diriez pas si c'était. Ben oui. Oui. Et Ah, je parle avec le cœur aussi, hein, parce que. moi aussi. Mais le cœur et l'esprit, enfin, les deux sont liés, si vous voulez. Oui, Je me bah, suis toujours demandé qu'est-ce qui t'attire là-bas, voyez? Enfin, parce que vous savez, un jour j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a dit, Monsieur Rami de Suède vous a donné votre truc, qu'est-ce que vous pourriez parler, répondre à une question? Ben, j'ai dit oui. Et après, on m'a dit, voilà, on a demandé au chef, qu'est-ce que vous pensez? Le type il a dit, mais c'est un Français qui a dit ça? Il dit, oui, oui, c'est un Français, mais c'est pas possible. Les Français ne parlent pas comme ça. Et finalement, c'est M. Coda-Bandé qui est un spécialiste de Nerval. Alors, je vous dis, on est entre nous, c'est pas. Vous n'enregistrez pas, je pense. là, je vais couper bientôt, donc on pourra continuer notre conversation. En tout cas, je vous remercie Je et vous en prie. on fera une deuxième session, donc très Bon, prochainement. bah, On parfait, continuera sur l'Iran. Merci beaucoup, parfait, parfait. Pierre. Merci, Mézi, merci, merci. À Et bientôt.